après 16 années de mariage avec un Caucasien que j'ai rencontré sur Internet, je me retrouve face à ce divorce aussi, parti de mon pays natal, le Cameroun aussi. J'ai grandi dans une famille d'une fratrie de 7 vivants. J'étais l'aînée des filles. Aussi, on nous a moulé qu'il faut être la maman de tous les autres enfants. C'est ainsi que moi aussi j'ai grandi, en étant toujours à s'occuper des autres, à faire, quand ma mère n'est pas là, elle était cultivatrice, mon père instituteur. Donc, il fallait toujours s'occuper des autres et de mes petits frères. Je pars de là, parce qu'on a toujours eu à être affecté un peu partout. Quand ton père est instituteur, tu fais pas mal de régions et de villes. C'est ça. On s'est retrouvés déjà chez nous dans le sud Cameroun. Et c'est comme ça que je repars. Je monte sur Yaoundé pour continuer mes études. Après, quand même, quelques années de retard. Aussi, bien évidemment, ça rejoint cette frustration des études-là, parce que mon père a eu quelques difficultés financières dues à la dévaluation du franc CFA. Je monte donc sur Yaoundé, mon grand frère prend soin de moi, et c'est tant bien que mal me dit, tu sais, papa a toujours dit, il faut qu'on ait chacun de nous minimum le bac. Sauf que bon, je vais m'arrêter à bac -1, parce que après des moments très, très difficiles à ne pas pouvoir payer mes études, mes camarades se sont retrouvés, peut-être j'ai année licence et peut-être master. J'ai dit, à bout d'un moment, j'ai dit, ça bon, ça suffit. Ça suffit, Lily, la récréation est terminée, passe à autre chose, fais quelque chose. Je me lance dans les gospels. J'aime bien chanter ça. Ça m'a accompagnée toute ma vie. Même pour me détendre, hein. Oui. Il faut que je suive la chorale, je chante là, je m'évade et là, tu rencontres une autre personne. C'est comme ça que je me lance dans les religions en chantant la chorale. Et une jeune dame que j'ai rencontrée là-bas qui m'a beaucoup aidée, bien qu'on ne se parle pas à ce jour, c'est comme ça aussi la vie, qui me dit, on va aller sur Internet, nous aussi on va aller chercher, ma tante me fait souvent chercher les correspondants, on a tellement souffert. Bon, je n'avais jamais vécu avec un homme, mais j'ai eu des amis, sauf qu'on se lance, c'est passé comme une lettre à la poste. D'accord. Parce que je commence en 2004, Internet, en décembre 2004, en mars 2005, je rencontre le père de mon enfant. Waouh, rapide. En mars, oui, tout à fait, c'était très rapide. Et aussi, je le rencontre en janvier, en février, il se met à me parler de voyage. Mais à se demander, mais comment tu as fait? Parce que beaucoup de femmes, elles passent du temps, des années même, parfois toutes les économies. Hein. Je me dis, quand la cloche sonne, elle sonne. Quand ton heure est venue, l'heure est déjà là, pointe à l'horizon. Il y avait beaucoup plus aussi. Bon, on pratiquait la religion et je me dis, moi, je me suis adonnée à la chorale dont tu pouvais me piéger à la montée Corneiller, aller prier. C'était devenu mon quotidien puisque je ne fréquentais plus, quoi. Donc, je me dis aussi que ça a marché parce que je priais. Mais je n'ai jamais prié, je le souligne bien, de venir en Europe, de trouver un homme dans ma vie. Je me suis dit, j'ai fait mes études jusqu'en classe de première, 3 ans sonnés par le probatoire. J'ai eu mon brevet des collèges. J'ai dit, je vais peut-être travailler comme infirmière dans l'armée. J'ai toujours été passionnée dans l'armée, mais j'ai dit, je vais pas aller en guerre, infirmière. Donc, je voulais vraiment, et j'ai dit, quand je priais, donne-moi un travail pour subvenir à mes besoins et à ma famille. Sauf que je n'ai jamais prié pour venir en Europe. Mais dans cette église-là, c'était de coutume de prier, des gens voyaient des correspondants. C'est comme ça que je suis partie. Et je me dis, c'est venu de là. D'accord. Et là, je le rencontre aussi. Quand je le rencontre, oui, 2 mois après, c'est même parler de voyage. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Waouh! Ah ben, je peux te dire que... Alors, j'étais devenue extraterrestre parce que mes pieds ne touchaient pas le sol. Parce que je disais, est-ce que je rêve ou quoi? Il me dit, bon, je vais voyager et quand je reviens, les 2 semaines qu'il a voyagé avec ses enfants de la première union, c'était une éternité. Il revient, c'est le jour-là qu'il m'appelle. Il me dit, bon, je suis revenu. Est-ce que tu as pris les renseignements du voyage? D'accord. J'avais déjà pris les renseignements, sauf que la liste était tellement longue et les 30 000 euros, j'ai dit, qui va me donner ça?
Là où je faisais mon cyber, les gars me disent non, il y a moyen de faire autrement. D'accord. Je lui explique. En tout et pour tout, ça fait combien? Parce que moi, je parle en franc CFA. Lui parle en euros. Oui. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne connais pas de l'euro. Ça fait combien? Donne-moi le prix en euros. En tout, à vol d'oiseau, ça faisait 2 millions de francs CFA. Donc, on était à 3 000 euros. Je n'avais pas de passeport, je n'avais rien. Il dit, sauf que je lui ai quand même rappelé que ce n'est pas évident que je puisse voyager. Plutôt, c'est toi, je pense que ça sera facile de venir. Il me dit, OK, d'accord, mais on va quand même essayer. J'ai dit, il m'envoie 400 euros pour la première fois. Non, il m'avait d'abord envoyé 1 million. Wow. Un mandat cash que j'ai reçu au bout de 2 semaines, les bouts de papier comme ça, là, au volant. Donc voilà, le fait d'attendre longtemps, il dit, les gens me disent, va lui dire d'aller voyer Western Union et tout, il m'envoie 400 euros. Il fallait acheter un téléphone parce que j'avais les trucs de Hawaii 5.0 là, avec l'antenne parabolique, bon, comme le commandant Margaret, Hawaii 5.0. Donc, j'achète le téléphone, je fais mon passeport et c'est comme ça que tout est parti. D'accord. Je me souviendrai toujours, c'était le jour où le pape Jean-Paul II est décédé, que on peut dire qu'on ne m'a pas refusé le visa, que je n'ai pas pu déposer, puisque ma carte d'identité était perdue. D'accord. Parce que dans la constitution du dossier, c'était que tu mets tous les papiers, les originaux, tu as ton passeport, mais on te redemande ta carte nationale d'identité. Je n'ai jamais compris ça. Sauf que là où j'avais accroché mon petit sac, il n'y avait plus de carte d'identité. C'est là où le film va commencer. Ma conscience fait des heures supplémentaires. Comment ça a disparu? Comment ça a disparu? Mon château va s'écrouler. Tout mon bonheur. Il s'occupait de moi, il m'envoyait de l'argent. J'étais épanouie. C'est ainsi qu'il vient, quand je lui dis qu'on m'a refusé le visa, parce que j'avais peur de lui dire que ma carte d'identité est perdue et qu'il désiste, quoi. Il arrive donc, on est en avril, il me dit, ne t'inquiète pas, ma chérie, j'arrive dans 2 mois. Wow. C'est comme si, en fait, dès le moment où tu as mis en place avec cette copine-là, dès le moment où elle t'a parlé de l'idée d'aller sur Internet, et jusqu'au moment où il te dit, je vais arriver dans 2 mois, c'est comme si tout s'était aligné, tout était tellement naturel, et ça arrivait comme ça, spontanément. Wow. En effet, c'était vraiment comme ça mon histoire. C'est allé comme une lettre à la poste. Bon, je n'ai pas fait 1 an. 1 an, j'étais déjà mariée. Même pas 1 an? 1 an. J'étais déjà, parce qu'on s'est mariés en octobre, quoi. Octobre 2005, le 29. D'accord. Donc, il vient, donc, quand il arrive, moi, il a fait 10 jours. J'ai essayé de le mettre à l'aise, les clubs, aller je suis de la Lobé. En 10 jours, ben, c'était un amour fou. C'était comme si on se connaissait depuis. Oui. Ça a collé. Il m'a demandé un mariage. Wow. Comme on voit aussi dans les films, au bord de la plage à Tribi, un homme avance, il s'agenouille, veux-tu m'épouser? Que c'est romantique, ça. Je reste comme ça, je ne peux pas te dire les émotions. J'ai traversé tout, j'ai dit, waouh. J'ai dit oui. Sachant qu'on le voit très souvent à la télé. Hein? Tout à fait. Et là, tu le vivais. Moi, je l'ai vécu en vrai. D'accord. Sur une plage à Kribi. D'accord. Il rentre donc, il fallait faire le dossier. On a commencé à faire le dossier. Il pouvait venir, il voulait d'abord qu'on se marie en août. Après, il me dit non, il faut quand même un membre de ma famille, mes 2 enfants, je dois les amener. C'est pour ça qu'on est parti en octobre, lors des vacances d'automne. D'accord. Pour que ces enfants soient là. Ça a été fait, célébré. Lorsque certaines personnes avec qui je me suis mariée ont entendu 1 an et demi, 2 ans, moi, au bout de 2 mois, j'avais ma transcription. Au bout de 2 mois? Oui. Parce que ce qu'il a fait, c'est que quand il arrive dans sa région, il va voir le président de cette région. Il dit, je suis allée épouser ma femme. Il faut elle arrive en décembre. Je vois. C'est moi qui ai renvoyé un peu plus en janvier parce que ça allait tellement vite que quand je disais que je vais me déraciner, là, j'ai commencé à réaliser que non, ma vie a changé. J'arrive donc en France, tout se passe bien, tout va vite. J'arrive aussi à peine.
J'arrive en janvier 2006. En mars, j'étais enceinte. D'accord. Je suis enceinte, tout se passe bien. Il me fait entrer dans le permis, avoir le permis de conduire parce que j'étais dans une... on était en campagne dans le bocage. Okay. Donc, j'ai le permis après. Je me recommence à travailler au bout d'un an parce que pour lui, je devais même rester 2 ans à allaiter les bébés, sauf que j'ai perdu mon grand frère en Afrique. Je suis retournée un an après. Je reviens, tout allait bien. L'intégration était assez compliquée pendant 3 ans. Je n'avais jamais vécu avec un homme. Donc, apprendre un homme que tu dois rendre compte. C'est ça aussi. On veut bien épouser les Caucasiens, mais il faut s'adapter à leur culture, à leur façon de fonctionner. C'est ça. Un homme qui t'appelait peut-être 20 à 10 fois par jour, où es-tu? Tu es à quel niveau? Il fallait rendre compte. Sauf que moi, n'ayant pas vécu et que je sais qu'en Afrique, on a cette liberté-là, chacun vit sa petite vie. Bon, s'il va arriver à 3 heures du matin, c'est pas grave, tu ne dis rien, c'est comme ça. Il fallait rendre compte. C'était dur pour moi. Mais après, j'ai compris l'importance. C'est ça. Et ça m'a transformée. La transparence dans le couple. Sauf que la différence de culture fait que, au bout d'un moment, tu ressens l'impression que on va écraser ta culture. Tu dois plutôt t'adapter à la culture de ton homme. Je me trouvais avoir 70% de ma culture, de sa culture quand je suis en Europe. Et je faisais un effort que quand j'arrive chez moi, en Simalène, non seulement je parle ma langue maternelle, et je deviens camerounaise à l'état brut. Mais cette différence de culture fait qu'on a l'impression qu'on écrase pour toi. Peut-être, je l'ai remarqué aussi, pour faire parler ma fille, je lui dis, parce qu'on est allé en Afrique, elle avait 2 ans. D'accord. Elle parlait français, elle ne sait pas parler la langue maternelle. Beaucoup de mes proches me l'ont reproché. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle à ta fille si elle ne peut pas? J'arrive, je lui dis donc, je vais apprendre à notre fille. Elle a dit non, il faut attendre quand elle sera grande. Sauf que non, toutes les personnes qui ont essayé, c'est dès la naissance, c'est même dès le ventre. Tu commences à parler, elle commence à apprendre. C'est ça. Ce qui fait que quand je lui parlais, ma langue maternelle me disait, qu'est-ce que tu parles? Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas parler camerounais, donc voilà. Donc, des petites choses comme ça amenaient de la frustration, au fur et à mesure, la frustration. C'était un mari aimant, bienveillant. Rien à dire, mais beaucoup de choses dans la différence de culture. Je n'ai pas pris le temps aussi de m'imprégner. Et de t'apprêter surtout. De m'apprêter. Je ne connaissais pas, comme tu l'as si bien dit, mon identité. Oui. Qui suis-je? Pourquoi je suis venue là? Pourquoi je me suis mariée? Waouh! À la fin, la famille a été, comme toujours, la famille africaine. Quand tu viens en Europe, marié à un Caucasien, ils vont te demander plus que tu penses. Tu deviens la banque. Tout à fait. À la fin même, je me suis trouvée à dire que je suis une vache à lait. Vache à lait, oui, justement. J'ai commencé donc à faire autant que je pouvais, à m'occuper. Il a mis des choses en place. Sauf que, en partie, c'est ma famille a été le fait que j'ai accordé de l'importance. Je tiens à préciser ici que dans chaque couple, la priorité, c'est ton homme et tes enfants. C'est ça. Ce n'est pas la famille qui t'a là où tu es né. Tu peux remédier, mais moi, j'ai donné plus de place. Ça a ruiné mon couple. Et c'est ça. Parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui, surtout les femmes, lorsqu'elles sont mariées avec un Caucasien, très souvent, elles oublient elles doivent prioriser leur vie de couple. Elles doivent donner le maximum. Et comme tu as parlé aussi de la culture, en donnant le maximum, c'est aussi de leur culture. Parce qu'il y va des 2 cultures. Un enfant est né là au milieu, ça fait que l'enfant doit apprendre des 2 cultures. Et cet enfant grandit avec plus de richesse parce que ne sera pas uniquement dans une identité d'une personne, mais il aura l'identité des 2 personnes. Et c'est ça qui fera sa richesse. Et justement, quand tu parles du fait que 70% de ta culture à ce moment-là dans le couple, c'était sa culture à lui et 30% c'était pour toi. Cela veut dire que même à la maison, tu n'arrivais pas à cuisiner même les plats originaires de ta région? J'arrivais à cuisiner, mais je mélangeais les 2. Peut-être pour faire la tartiflette, je vais mettre un peu d'épices du Cameroun.
Je mélange, j'ai essayé de mixer et ça donnait tellement... Mais certaines choses, non. Bâton de manioc, j'aime pas. Et pourquoi tu n'as pas imposé, par exemple, le bâton de manioc, comme tu le dis, le sanga, le ndolé, voilà. Et voilà, l'amener vraiment à épouser ta culture. Je me disais que ce qu'il arrivait, la sauce d'arachide, il mangeait, le ndolé, souvent un peu, quand il n'y a pas trop d'amertume. Je me disais, pour moi, j'ai dit qu'il faisait déjà pas mal. Mais les choses comme le bâton, me rendant compte que oui, ça sent pas bon, mais je mangeais le camembert. Je n'ai pas voulu insister. Je dis, c'est pas la peine de forcer. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que ma fille, à ce jour, mange tout. Tout ce qui est, même un peu de piment, j'ai envie de dire. Et je me contentais de ça parce que je me disais, si ma fille, elle mange, c'était ça le principal pour moi, quoi. Sauf que j'ai laissé à peu près et je me suis dit, s'il mange le peu qu'il mange, il mange. C'était aussi plus dans l'éducation et beaucoup plus dans leur éducation. Parce que ces enfants avaient quand même une place importante dans la vie, dans sa vie, ce qui ne me dérangeait pas. Je n'avais pas besoin de couper ce cordon ombilical, mais sauf que ça a pris beaucoup de proportions parce qu'il se reposait beaucoup plus sur ses enfants. Au départ, ça ne me dérangeait pas. C'est à la fin, quand je vois comment le couple est en train de se disloquer, que j'ai compris cette présence dans notre couple et cette différence de culture, où est-ce qu'on va, où sont les limites des parents, leur vie de couple et les enfants. Est-ce que toi, tu as vécu... Il y a des femmes qui le disent souvent, hein, quand elles sont mariées avec les Caucasiens. Elles disent souvent que parfois, ils les amènent à faire des pratiques assez osées, et même elles-mêmes, parfois pour maintenir le couple et surtout pour avoir de l'emprise sur leur homme. Elles sont parfois obligées de faire recours à tout ce qui est obscur, des pratiques obscures, qui vont aller soit au Bénin, soit... chez les Pygmées au Cameroun, pour pouvoir parvenir à maintenir cet homme plutôt soumis, on va dire ça comme ça, dans la cage. Dans une cage, qu'à un moment donné, ça fait en sorte que sa culture, sa propre culture, on peut la mettre au-dessus. Est-ce que toi, tu as vécu ça et qu'est-ce que tu en penses? C'est une très, très bonne question et d'ailleurs, merci beaucoup, parce que... comme on a culture, on était conditionné comme ça que blanc égale argent, blanc égale richesse. Ce qui fait qu'on est prêt à tout. Et même de nos jours, moi, j'ai été oui, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes et qui le faisaient et qui m'ont même entraîné là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, ça ne donne pas pour tout le monde. Ça ne donne pas pour tout le monde. Et l'excès de les faire, moi, j'ai vu d'autres personnes tellement elles étaient partout qu'au bout d'un moment, ça n'a rien donné. D'accord. Que j'ai le souvenir d'une dame, qui m'a d'ailleurs beaucoup aidée, qui m'a donné même le site de rencontre où j'ai rencontré mon mari, qui était partout à l'Est, chez les Pygmées, à Kribi et partout. Au bout d'un moment, lorsque son conjoint, qui avait déjà tout fait, envoyait le conjoint, son fiancé, montrait sa photo à son entourage, on lui disait qu'on voyait un serpent. Oh. Oui. Plusieurs fois. Ce n'était pas qu'un seul. Celui-là, c'était terminé. Elle a eu quelqu'un d'autre. Et c'était pareil. Donc là, tu vas attirer l'attention sur le fait d'aller vraiment consulter les pratiques obscures. À un moment donné, ça a des répercussions. En effet. Puisque ce n'est pas une personne qui a vu cette dame qui a eu à faire recours à toutes ces pratiques-là. Ce n'est pas une seule personne qui l'a vu représenté en serpent, mais c'est d'autres personnes. D'autres personnes. Et sur deux correspondants, quoi. D'accord. Première, il lui a dit ça. La relation est terminée alors que l'homme avait envoyé tout. Elle n'arrivait jamais à voyager. Il a désisté au bout de 3-4 ans. Et après, moi, j'étais déjà ici parce que j'avais toujours les nouvelles. Elle a eu quelqu'un d'autre. Et c'était la même chose et la personne a abandonné. À ce jour, elle se retrouve là-bas. Pourquoi? Tout simplement. Parce que lorsque tu vas chez ces gens
qui profite de ta psychologie parce que tu as besoin, tu es faible, tu as besoin de cette envie-là. Qu'est-ce qu'ils font derrière? Tu ne sais pas. On ne sait pas. Tu ne sais pas, tu es face à ça, tu te retrouves dans le noyer, trempé, gainé là-dedans. C'est ça. Sauf que, qu'est-ce que tu reçois? Tu ne sais pas. Dans toutes ces pratiques-là, tu ne sais pas. sais pas. Ce qui fait que peut-être ce sont tes énergies, ce sont tes grâces qu'on récupère, on te file autre chose. Moi, je tiens à souligner aux gens que ce n'est pas la bonne pratique. C'est pas la bonne pratique. Et ça a des courtes jambes. C'est ça. Parce que tu peux commencer à les faire, au bout d'un moment, tu seras coincé et ça va retourner contre toi. Parce que tout se paye ici-bas. C'est ça. Ça, en effet. Et justement, quand tu parles de la culture, et c'est même très bien comme tu le rappelles, hein, parce que tout ce qui est pratique obscure, à un moment donné, ça revient. C'est un effet de boomerang. Ça part et ça va revenir vers nous. Donc, tu parles de la culture. Est-ce qu'à un moment donné, tu amènes ta fille combien de fois, pendant que vous êtes encore mariés, combien de fois au Cameroun? Est-ce que tu l'amènes dans les centres culturels où on représente vraiment la femme africaine, l'Africain en général? Est-ce que tu l'amènes dans les lectures de personnes africaines ou des contes de personnes africaines? Est-ce que tu le fais ou pas du tout? Non, je ne le fais pas parce qu'au bout d'un moment, je pense que j'ai lâché prise la bataille parce que je me suis dit, je me rappelle d'une anecdote, elle a du caractère comme sa mère, comme ses parents. À l'école, elle devient très turbulente. Elle entraîne les autres, elle est leader, elle tire les autres. Je suis convoquée 2 fois. Je lui dis, il va falloir que ça s'arrête. Parce que pour moi, si ça va continuer, je vais t'envoyer chez moi. Plus précisément, pas Yaoundé. Je dis bien chez moi au sud. Et tu vas voir comment ça se passe. Tu vas aller fréquenter là-bas une année sabbatique. Tu vas voir. Quand tu vas revenir, tu vas apprécier, tu vas comprendre la culture. Sauf que elle est partie à l'école. Elle a dit à la maîtresse, on m'a reconvoquée. Elle me dit que vous traumatisez l'enfant, vous lui dites qu'elle va aller en Afrique. Sauf que je n'ai pas présenté l'Afrique étant son bourreau, quoi. C'est pour dire que tel que tu vois là, tu vas aller voir comment les autres vivent dans la précarité avec le peu de moyens qu'ils ont. Et les mentalités, tu vas revenir, tu vas apprécier, tu vas te calmer parce que moi, j'en ai marre qu'on me convoque tout le temps et tu ne veux pas te calmer. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, avec ça, j'ai été frustrée. J'ai dit, il va falloir que je baisse la garde. Parce que tellement, je disais, ça risque, je joue déjà un mauvais rôle derrière. Et ce qui fait que lire les contes, non, je sais que quand je partais en Afrique, quand je l'amenais, elle était encore toute petite au centre artisanal pour faire les choix des décorations de la chambre. Elle est partie choisir des choses. Mais non, je n'ai pas tellement fait, j'ai lâché prise. Mais ce que j'ai constaté, bon, c'est aussi ça, hein. Elle est camerounaise, elle est 50%, elle est française aussi également. Chaque fois qu'elle avait un devoir qui avait trait à l'Afrique, elle choisissait, qui avait trait et qui fallait parler de l'Afrique, même si c'était difficile, elle prenait ce qui concernait l'Afrique. C'est comme ça qu'elle apprenait, là. Elle venait me poser des questions, comme elle aime le spectacle, les théâtres et autres. Elle venait me poser des questions, elle faisait des recherches comme ça, là. Donc, si je comprends bien, c'est pas toi qui prends l'initiative vraiment de beaucoup lui apprendre de tes origines. Non. C'est elle maintenant, par sa curiosité, qu'elle veut en apprendre plus. Donc, on va dire que quelque part, le fait de laisser ou d'abandonner, parce que quelque part, il y a eu un abandon de transmission de qui tu es. Tout à fait. Qu'à un moment donné, l'autre, il prend de la place. La culture de l'autre prend de la place. Et de plus en plus, la tienne, tu la perds. Tout à fait, je suis d'accord parce qu'au bout d'un moment, le combat était devenu rude entre mes 2 belles-filles par rapport à elle. Et là, le papa, ils étaient 3 contre moi seule. Pour ne pas trop la perturber, je laisse donc, elle est française, la culture française, elle prend. Sauf que je lui dis, quand on va souvent aller en Afrique, je vais profiter de ça. Sauf que je ne l'amène plus, elle n'est plus jamais allée en Afrique. D'accord. Parce que nous, on repart 1 mois après. Elle devait aller dans un voyage scolaire et autres, donc on est obligé de la laisser. Et c'est après, 3 ans après, nous, on se sépare. Elle n'est plus jamais allée en Afrique. Elle a perdu beaucoup de l'Afrique. Elle a quelques flashs
et les contacts avec ses cousins et ses cousines par vidéo, mais pas beaucoup d'attaches. Et c'est maintenant que je recommence ce que je devrais faire depuis, à lui dire, bon, voilà, on va se rendre en Afrique pour aller déjà rendre visite à grand-père, le peu qu'il lui reste à vivre. Et voilà, elle dit, oui, je suis partante. Il faut tout simplement qu'on se cale selon le calendrier académique. Donc, et qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, vous vous séparez? Nous, on se sépare. Pourquoi je décide, je suis très carriériste, j'étais peut-être, je décide donc d'atteindre mon objectif qui était d'être infirmière. Je passe par la petite porte, je suis aide-soignante, je finis de faire ma formation aide-soignante. 3 ans, j'ai toujours cette sensation de non-accomplissement professionnel. Je me mets donc à faire la remise à niveau. Étant à temps plein, en travaillant dans les soins de suite et rééducation, chaque semaine, je partais 1 fois ou 2 fois et pas tantôt 1 fois par mois. En 2016, je tente de voir où est-ce que je me retrouve dans ma remise à niveau à faire un concours. Sauf que la première tentative est la bonne. Je réussis. Il fallait au bout de 2 mois, c'était dans la Croix-Rouge française, que j'entre à l'Institut de formation en soins infirmiers. C'est ainsi que, dans ma tête, je vois l'équilibre financier, je vois l'équilibre du couple, je vois ce que je vais accomplir quand je rentre en Afrique pour administrer des soins aux personnes. Et je suis dans ma tête, j'ai envie de faire de l'humanitaire. Plus tard, aller dans des pays en guerre, à intégrer l'ONG pour commencer à faire mes... J'entre dedans. Mais attends, mais par contre, là, tu es en train de parler de tout, tu parles de tout ça, c'est dans ta tête. Est-ce que tu en as parlé avec ton ex, Marie? C'est dans ma tête, mais je lui en parle. Il me dit, mais c'est bien, toi, tu n'arrêtes pas, quoi. Au bout d'un moment, il faut quand même arrêter. Je lui dis, dès que ça finit, je vais arrêter. D'accord. Sauf que je pense qu'il a pris ça à la légère. Il n'a pas mesuré ma détermination, quoi. D'accord. Connaissant que je suis très déterminée. Donc, je suis là, je continue toujours de temps en temps. Ben, tu fais encore ta remise à niveau? Je dis oui, je continue, quoi. Quand je l'annonce que, bon, je m'avais fait la forme, il va me déposer quand je fais le concours. Au bout d'un mois, le résultat était tombé, je lui annonce. Je pense qu'il a fait, je dirais, 5-6 minutes. Sans rien dire, sans mot dire. Après, il me dit, félicitations, c'est bien, c'était tout. Tu ne penses pas que c'était à ce moment-là qu'il a vu que la séparation était mieux? Je pense que il a réalisé que je n'ai pas compris, que j'étais dans ma bulle, je n'ai pas compris l'impact. Non seulement je ne l'ai pas préparé vraiment à ce changement brutal, je n'ai pas préparé ma fille. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va me soutenir. Et véritablement, parce qu'au bout de 2 mois, je dois trouver un logement. Je suis à 150 km de chez moi. Ah oui, quand même. Voilà. Et il va me trouver un logement. Il va me trouver tout ce qu'il faut, quoi. D'accord. Il se met à fond. Quand je dis à fond, c'est à fond. Il trouve un logement, il fait tout, il fait toutes les démarches. Je me vais à Pôle emploi, je fais tout pour que le contrat s'arrête et qu'on me prenne en charge et que la région paye ma formation. Est-ce que dans son agissement, est-ce qu'il était quelqu'un de plutôt fâché ou il le faisait parce qu'il était vraiment de tout cœur? Il y avait une partie qu'il était de tout cœur. Et l'amour aussi prend le dessus que je vais l'accompagner. D'accord. Mais sauf que moi, j'ai été voilée par ça. D'accord. Parce que je n'ai pas vu la souffrance qui était en dessous. D'accord. Donc, le fait qu'il m'a accompagnée, j'intègre donc. C'est là où je commence à comprendre, après ma fille qui m'appelle en plein coup, que je m'habille comment, qu'est-ce que je fais. C'est là, je dis, je commence dans le boulot que je devais faire avant. J'explique à ma fille, c'est très compliqué pour elle. Son père essaie de compenser tant qu'il peut. Sauf que derrière, première année, je suis à fond parce que ce sont mes 2 euros. Je vais dédier mon diplôme à mon enfant et à mon mari. D'accord. Ce qui fait que 2e année, ça commence à être compliqué parce que j'ai mes 2 parents qui sont dans un état critique en Afrique. Ma mère est à l'hépatite C, diagnostiquée diabète de type 2.
Mon papa, hypertrophie prostatique. Donc, ils sont tous à Yaoundé. Ma mère a vécu 3 années là-bas. Donc, je suis entre les deux là. J'ai dit, je vais me battre. Je ne peux pas aller en Afrique. Il me dit, tu soutiens tes parents avec le peu que tu as parce que je ne peux plus, parce que j'ai pris toutes les charges de la maison. Donc, à la fin, je ressens déjà une pression. Mon couple est en train de partir en vrille parce que je ressens comment la distance se met en place. Je ressens ma fille qui est incontrôlable, rentre dans la préadolescence à 12 ans. Au départ, je n'ai pas ressenti que ce sont mes belles-filles qui sont derrière. 11 jours d'été, alors que j'étais déjà très fatiguée, je décide de suspendre ma formation, de reprendre plus tard le dernier stage parce que j'avais validé mon mémoire. C'est là où, en après-midi, avant l'été, que je me rends compte que les 2 belles-filles ont décidé de le rencontrer et de lui dire de mettre un terme à notre relation. Parce que j'apporte que peine et misère à lui et à ma fille qui est leur sœur. Donc, en fait, ils avaient vu cette tristesse chez leur père que toi, tu ne voyais pas. Oui. Et quelque part, ils voulaient aussi du bien à leur père. Ils voulaient le libérer de cette... Et toi, tu étais dans ta petite bulle où tu avais juste cette envie de réaliser ton rêve, qui était d'être infirmière, mais également de continuer à subvenir aux besoins de ta famille. Oui, à subvenir aux besoins de ma famille. Et après, en me disant, comme je lui disais quand je voyais que ça n'allait plus, je lui dis, tu sais, je ne vais pas aller travailler loin. Les EHPAD sont autour de nous. Moi, je vais travailler en EHPAD. Je reste là, quitte à travailler de nuit. J'essaie de tout soulager, aussi d'être très présente pour notre fille et que lui aussi puisse s'épanouir et tout ce qu'il va avec. Sauf que le mal était déjà très profond. Là, tu m'amènes à poser une question. Est-ce que quelque part, vous aviez parlé de cette possibilité pour toi bien avant même quand vous vous rencontrez? Est-ce qu'il t'a fait part du fait qu'il avait peut-être besoin d'une femme qui reste à la maison, qui soit plus présente à la maison, ou il avait besoin d'une femme qui travaille, mais pas beaucoup, ou il avait besoin d'une femme carriériste comme tu étais?